on ne sait pas si la victime respire, on va la prendre dans une position qui n'est pas adéquate. Et cette position va pousser à bloquer la respiration de la victime. À un certain moment, la victime va passer. Et il est important de pouvoir faire ça parce que ça sauve des vies et c'est simple et c'est facile à faire. Donc nous avons ici une victime qui conchante et qui respire. Donc il va faire le nécessaire. D'abord, il vient. Qu'est-ce qu'il va faire en premier? Il va rechercher si la victime elle est consciente. Avant tout, il faut savoir si la victime est consciente ou inconsciente. Et pour savoir si la victime est consciente ou inconsciente, il faut lui poser des questions simples et faire des gestes simples. Allez-y. Il va rechercher là. Tu viens par là. Ok, il parle fort. Madame, est-ce que vous m'entendez? Voilà. Vous m'entendez? Il capote un peu. Et pour voir, la victime ne répond pas. Et il va crier automatiquement parce que ça c'est une détresse. Une victime inconsciente, une détresse. Là c'est une détresse. Il y a ce qu'on appelle l'interconnexion des trois fonctions vitales. À savoir la conscience, la circulation et la respiration. S'il y a différence, l'une de ces fonctions s'appelle de la différence des autres, il va entraîner la mort. Donc on est en face d'une défaillance respiratoire, d'une défaillance d'une des fonctions vitales. Donc impérativement il faut appeler à l'aide pour que quelqu'un puisse appeler le secours ou bien venir à votre. Et là, il a recherché la conscience, il n'a pas trouvé, il va appeler à l'aide. Après, c'est ce qu'il va faire, il va desserrer tout ce qui peut gêner la respiration de la victime. À savoir soutien-gorge, cravate, chenille, tout ça, il dessert. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il bascule finalement la tête vers l'arrière. Voilà. Et il va rechercher maintenant la respiration de la victime. Qu'est-ce qu'il va faire pour rechercher la respiration? Il va faire le joint. Pendant combien de temps? Pendant combien de temps? 10 secondes. Il recherche la respiration. Parce qu'il veut entendre, écouter et sentir. Il veut regarder le soulèvement, l'abaissement de la cage thoracique de l'abdomen. Là-bas, il saura que la victime respire. Ou bien sentir le flux d'air par sa joue avec les narines. Ou bien écouter les bruits normaux ou anormaux au niveau de la gorge. Et là, il saura que la victime respire. Donc la victime, elle respire. Ok? La victime respire, elle va mettre ses victimes en position latérale de sécurité. La position où il est, il va d'abord prendre la main sur la côté de la victime. Vas-y, faire un angle droit ici. Vous voyez? Après, il va reprendre l'autre main. Vas-y. Avec la main, cette main. Là, la main là. Prenez. Vous amenez sur la joue de la victime. Là. Ici. Et vous retenez. Et vous allez chercher le pied opposé. Et prenez votre main sur le genou de la victime. Vous reculez et vous basculez la victime sur le côté. Vous lâchez pas ici. Et là, vous bloquez et vous sortez votre main et vous faites l'angle droit au niveau du pied. Non, le pied qui est là-bas, de l'autre côté. Voilà. Et c'est ça la position latérale de sécurité. N'importe quelle victime, quelle que soit la taille, le poids, vous pouvez la mettre en position latérale de sécurité parce qu'elle est inconsciente et respire. C'est ça la position. Mais si vous voulez maintenant transporter la victime, il va falloir prendre le pied opposé et mettre comme ça et c'est bien que vous pouvez transporter la victime vers le calme et toujours laisser en position latérale de sécurité. Rectification. Le PLS, ça peut être supposé pour avoir des revenus. Comme c'est demandé, on va qu'ils sont possibles. Il y a des exceptions. Je veux parler des exceptions parce que c'est pour la femme enceinte, on met sur le côté gauche pour ne pas comprimer. Donc la terre, c'est pourquoi on met sur le côté gauche. Et si la victime est blessée, on met sur le côté qui est blessé. Donc c'est ça, c'est la position latérale de sécurité. On va faire pour si la victime croit que c'est ça. J'avais dit de réfléchir chez vous la position latérale de sécurité, c'est important. C'est le deuxième point que je voulais dire. Maintenant, si on est en face d'une victime, il y a une obstruction des voies aériennes. Obstruction des voies aériennes. Quelle sera la conduite à tenir? Oui, bien. Si la victime a une obstruction des voies aériennes, parce qu'on a deux sortes de victimes, soit une obstruction totale ou une obstruction partielle. Mais là, on va avoir une obstruction totale. Allez-y. Qu'est-ce qu'il va faire en premier? Il va poser la question à la victime. Parce que la victime là ne pourra pas parler, ne pourra pas toucher, ne pourra rien faire parce qu'il y a étouffement
échauffement des voies respiratoires supérieures. Donc avant d'entamer, parce qu'elle doit aller directement sur la méthode Emlich, ça veut dire la méthode compression abdominale. Mais là, avant, il faut faire d'abord les pas fort. Pour avoir peur, il faut faire les 5 plaques. Se met sur le côté, comme ça. Et là, je tiens la victime et va faire 5 plaques. Ça devient partiel. Donc là, elle va faire 5 plaques entre les deux endroits pour expulser l'objet. Allez-y, 4 et 5. Et si l'objet ne sort pas, elle va faire la méthode de Lushavir, compression abdominale, un peu au-dessus du nombril, fait un point, un coup de poing, elle pose et elle pousse pour soulever le reste des règles qui sont au niveau de la semence de faire sur l'objet. Donc c'est ça, une victime qui a un épuisement entre les enfants qui jouent avec les filles. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Il y a beaucoup de points à retenir, mais il faut toujours se réfléchir. Je vais venir imposer maintenant des lundis de sécurité par mois. 8 heures, je viens, je fais 5 minutes, 10 minutes de sécurité, après on part. Parce que vous devez retenir ça, c'est important.